Bonsoir, samedi. Nous avons certainement été beaucoup à regarder les événements d'aujourd'hui. Les choses ont repris. Ça a été bien, le 5 janvier. Vous avez peut-être vu aussi une scène qui passe en boucle sur les réseaux sociaux d'un espèce de grand gaillard un boxeur apparemment, qui tout seul va boxer contre un CRS. Et puis si on regarde une vidéo antérieure, on voit qu'il enfonce à un moment donné une rangée de CRS. Lui tout seul, c'est une espèce de grand guerrier. Vous savez, à l'époque de l'invasion des Gaules, de la guerre des Gaules, César et les Romains avaient très peur des Gaulois, car la France était un pays où les gens étaient très bien alimentés. D'ailleurs, c'est pour ça que les Romains voulaient envahir la France, et les Gaulois mettaient leurs guerriers les plus solides nus devant leurs guerriers, et vous aviez ces Gaulois nus, très forts, et qui étaient comme ça, qui apparemment faisaient des espèces de bruit, criaient, et ça impressionnait énormément les Romains. Et cette personne m'a fait penser un peu à ça. Il était à visage nu, il n'était pas le corps nu, mais à ces espèces de guerriers gaulois qui étaient devant leurs armées, et en l'occurrence quand les Romains sont venus l'envahir. Alors aujourd'hui, cette vision de cet homme, ce vaillant guerrier gaulois, je dirais, je ne sais même pas s'il est français ou pas, mais bon, c'est l'image du Gaulois. Puis d'autres choses que j'ai entendues m'amènent à parler d'une chose, car il me semble qu'il y a une énorme confusion sur le sujet, qui est le sujet de la violence. Alors, le titre de cette vidéo va être un peu provocateur. On vit dans une société de l'image. Je vais d'ailleurs essayer de faire court pour cette vidéo, pour que les gens ne se lassent pas. Donc, je vais essayer de la faire en 10 minutes ou un quart d'heure, dont le titre va être « La solution est dans la violence ». Évidemment, c'est provocateur, mais je ne dis pas que la solution est la violence. La solution est dans la violence. Il y a plus qu'une nuance. Deuxième sous-titre, État de droit et société libre. Et troisième, mettre hors la loi les milliardaires. Concernant la violence, où est la confusion à laquelle je viens de faire allusion? On nous dit, il y a de la violence dans une manifestation, il y a de la violence ici et là. Alors, il faut savoir une chose. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idée particulière, c'est quelque chose qui est connu, qui est accepté, qui est une norme. Dans nos sociétés, il y a une violence institutionnelle, il y a ce qu'on appelle le monopole de la violence, qui est donné aux États. Alors, vous avez la police, l'armée, qui ont le droit d'utiliser la violence. C'est un espèce de contrat entre guillemets. La population, la société, ce qu'on appelle la société civile, abandonne son droit à la violence et la confie à des corps qui sont l'armée, qui est fait pour défendre cette société contre une attaque extérieure. Enfin, ça c'est en théorie. Après, malheureusement, les armées peuvent aussi avoir d'autres entreprises, dont celles d'impérialisme ou de colonialisme ou d'invasions diverses, parfois pour des raisons crapuleuses, ce qui est la pire intervention que peut faire une armée, lorsque l'armée sert, disons, de bras militaires aux intérêts économiques. C'est vraiment ce qu'il y a de plus bas, ce dans quoi l'armée peut descendre de plus bas. Et vous avez la police qui est là pour régler, puisqu'on ne vit pas dans des sociétés parfaites. Il y a des cas de violence, tout type de violence, des banques qui sont attaquées, des viols, toutes ces choses où il faut effectivement qu'il y ait une institution, qui est la police, qui puisse intervenir et éventuellement utiliser de la violence. Là, nous sommes donc dans le scénario d'une société qui vit dans un consensus, dans cet accord de nous, les citoyens, nous cédons notre usage de la violence, nous n'utiliserons pas la violence. Par exemple, si on a un conflit avec notre voisin ou quelque chose, nous n'utiliserons pas la violence, mais nous ferons appel à l'institution de justice et l'institution policière.
Donc, lorsqu'il y a une manifestation et que vous avez des CRS, en l'occurrence, qui sont en armes, vous avez une présence de la violence. C'est la violence autorisée. Et là, c'est très important de toujours bien avoir ça à l'esprit. Lorsque vous allez dans une manifestation des CRS qui viennent, c'est de la violence. Elle est autorisée par le contrat, disons, social, si on veut, le contrat social, par notre contrat que les citoyens ont fait, entre guillemets, avec l'État, de donner à l'État le droit d'avoir ce monopole de la violence. Donc, quand vous avez la présence de police, vous avez en soi une violence. Une violence qui est ou passive ou active. Mais vous avez des gens qui ont le droit d'utiliser la violence. Lorsque vous avez des manifestants pacifiques qui se promènent comme aujourd'hui et qui veulent traverser un pont, apparemment cette manifestation était autorisée pour aller jusqu'à l'Assemblée et ils n'ont pas laissé le passage. Enfin, j'ai entendu des gens qui disaient ça, mais ça, peu importe à la rigueur. Et que vous avez les forces de l'ordre qui, comme aujourd'hui ou comme dans d'autres jours et dans d'autres villes, ont utilisé de forme abusive la violence. Dans quel cas de figure nous trouvons? Nous trouvons dans le cas où ceux à qui on a octroyé le monopole de la violence, et ce monopole de la violence est octroyé dans une confiance absolue. C'est-à-dire, on vous donne le monopole de la violence car nous savons que vous n'en abuserez jamais. Et si vous en abusez, eh bien, ce sera extrêmement grave et les individus qui le font seront réprimés. Par contre, si nous nous trouvons dans une situation comme la situation qui se répète depuis quelques semaines, où ceux qui sont détenteurs du monopole de la violence en abusent, ne semblent pas être embêtés pour cela, mais en plus en abusent à la demande de leurs supérieurs, et dans ce cas du chef du gouvernement, ou du ministre de l'Intérieur, ou des préfets, bref, peu importe. Nous sommes donc dans une situation où les institutions à qui nous avons octroyé le monopole de la violence abusent de cette violence dont ils ont le monopole et qu'on leur a donc permis d'en avoir le monopole. Ils en abusent contre la population qui leur a permis d'en avoir le monopole. C'est comme si, on va dire, vous habitez dans une maison et vous décidez que, voilà, il y a une personne qui aura le droit d'avoir un bâton pour faire fuir, vous êtes au milieu de la forêt, il y a des fauves, des bêtes, des loups, tout ce qu'on veut, ou des brigands, voilà, pour faire fuir les gens, vous vous dites, voilà, nous sommes ici, toute une famille, nous donnons à cette personne le droit d'avoir un bâton pour aller faire fuir les animaux, les brigands, ou ce qu'on veut. Mais évidemment, ce bâton, il va pas l'utiliser contre nous, ou il l'utilisera que s'il y a un conflit très grave entre nous et qu'on est en train de se taper dessus, quelque chose. Mais si cette personne commence à utiliser son bâton pour vous taper dessus, pour répondre aux intérêts qui sont pas ceux de cette communauté qui lui a octroyé ce monopole de la violence, alors là, on a une rupture du contrat. Et c'est ce qui se fait. Alors, on pourra dire, non, la police ne fait pas usage d'une force excessive, non, bon, très bien. Alors, faisons venir des observateurs internationaux, comme la France est toujours prompte à envoyer des observateurs internationaux partout dans le monde, faisons-en venir. Amnesty International, apparemment, a donné des rapports dans lesquels elle spécifiait qu'il y avait un usage extrême de la violence. Il y a des avocats, des journalistes, enfin, il y a tout un tas de personnes qui ne sont pas que des espèces d'extrémistes fanatiques qui ont constaté de manière répétée un abus de la force, de ce monopole de la force. Donc, il y a, comme je viens de le dire, une rupture du contrat. C'est-à-dire, on vous a donné le monopole de la violence, vous en abusez, on vous le retire. À partir du moment où on vous retire ce monopole de la violence, le peuple a le droit de retirer le monopole de la violence. On vous a donné les forces de police. Je ne parle pas de l'armée puisqu'elle n'a pas intervenu et j'espère qu'elle n'interviendra pas. Ou si elle intervient, elle interviendra du côté du peuple. Et je pense, si elle devait intervenir, je pense que c'est ce qu'elle fera
car je pense qu'il y a suffisamment dans l'armée de personnes qui ont un sens quand même des choses pour pas devenir, pour pas servir comme sert aujourd'hui la police, l'oligarchie contre son propre peuple. Et il y a donc cette rupture de contrat, et le peuple a le droit légitime de dire on vous retire ce monopole de la violence, on vous le retire. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit vous n'avez plus le droit d'utiliser la violence. Donc personne n'utilise la violence. Nous mettons tout à plat. Ou bien, si vous utilisez la violence, nous, peuple, nous avons légitimement le droit d'utiliser de la violence contre ceux qui ont reçu ce monopole de la violence et à qui on l'a retiré. C'est-à-dire les forces de police dans ce cas-là. C'est pour ça, je n'encouragerai jamais la violence. Je ne suis pas un partisan de la violence. J'ai des convictions profondes, pacifiques. Ceci dit, je ne condamnerai pas les gens qui utiliseront la violence. Alors, ça peut paraître une contradiction ou peut-être faux, hypocrite. Non, attention. Ce sont deux choses tout à fait différentes. C'est-à-dire que je n'encourage pas la violence, mais si d'aventure, et ça va arriver, des gens décidaient d'utiliser la violence, ils seraient légitimement dans leurs droits. Je ne parle pas de la violence pour aller voler des banques, ou violer des femmes, ou faire des vols dans les magasins. Non, cette violence, elle doit être condamnée. Je parle de la violence pour faire valoir ses droits. Si certains considèrent qu'aujourd'hui, le peuple français, face au gouvernement, mais surtout face à l'oligarchie, il faut toujours avoir ça en tête, le gouvernement aujourd'hui ne gouverne pas vraiment, face à l'oligarchie, doit, d'une certaine manière, à un certain degré, utiliser une forme de violence, il est dans sa légitimité. La France appartient au peuple français. La France n'appartient pas à l'oligarchie. Si les policiers, qui sont déplorables, je dois dire aujourd'hui, parce que on leur a donné augmenté leur salaire, et le jour d'après, on avait l'impression qu'ils faisaient du zèle, mais c'est pitoyable. C'est pitoyable, réveillez-vous. La police, vous n'êtes pas une police d'État, vous êtes en train de devenir, une police d'État, une police politique. La police est en train de devenir une police politique. Et moi qui n'avais aucune animosité vis-à-vis de la police, je considère que dans une société on n'est pas encore dans un âge d'or où les gens tout le monde sera gentil. Bon, non, il va falloir encore un peu de temps avant qu'on y arrive. Et nous y arriverons, mais pour l'instant, il faut encore une police. Donc moi, j'avais une forme de respect pour la police tant qu'elle abuse pas dans les cas de faits divers, etc., de son pouvoir. Mais là, nous ne sommes pas dans un cas de faits divers ou de ce qu'on appelle bavure, nous sommes dans un cas d'une confrontation contre une grande partie du peuple français. Alors on dit il y a moins de manifestants. Aujourd'hui, il y en avait plus, mais il y a moins de manifestants. Mais avec la répression qu'il y a eu, qu'il y a eu des manifestants un samedi 22 décembre et un samedi 29 décembre avec des ponts de 4 jours pendant les vacances, mais j'ai pas entendu ça, c'est les commentateurs de dire, mais je sais pas quand on a vu des manifestations un 22 décembre, en plus un samedi, imaginez-vous, avec un pont juste derrière, avant Noël. S'il y a des manifestants un 22 décembre et un 29 décembre, et même un 5 janvier, les vacances scolaires sont toujours pas finies. On peut se dire que là, on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Je ne sais pas si ça s'est vu, du moins ça s'est pas vu depuis très 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 longtemps. Mai 68, c'est fait au printemps, quand il faisait beau, les gens vont aller manifester. Alors, il y a vraiment une situation où nous avons une grande partie du peuple français et la police qui abuse de sa violence. Donc, ce boxeur, je ne sais pas s'il est boxeur ou pas, mais c'est une espèce de gaillard là, qui en plus est allé sans masquer son visage, il saute du pont, je sais pas ce qui va lui arriver, mais bon, c'est quelqu'un que la nature et puis certainement un entraînement intensif a donné cette capacité physique d'être cette espèce de guerrier gaulois, comme j'en parlais au début.
Il a choisi, on voit à un moment donné, il enfonce à lui tout seul, sur la gauche du pont, il enfonce à lui tout seul une rangée de policiers. Les policiers sont casqués, sont armés, ont des matraques. Je ne comprends pas cette mentalité de dire je suis policier, je suis armé de matraques, je reçois des coups. C'est terrible. Il y a une époque où il y avait des cultures... attention, j'en fais pas l'apologie, je présente les faits, mais pour qu'on puisse comparer, c'est important de voir les choses en perspective. Où des cultures où la pire mort pour un homme, c'était de mourir de sa mort naturelle. Il fallait mourir l'épée à la main, le combat, vous alliez vous confronter avec d'autres personnes qui avaient choisi la même chose. Il y avait partout dans le monde, en Chine, au Japon, en France, il y avait les codes de la chevalerie, il y avait des codes de l'armée, en Chine, vous aviez un code extrêmement élaboré aussi, dont le but était que ceux qui étaient des guerriers qui allaient se confronter se battent entre eux, et comme ça, ne fassent pas des dégâts, ne soient pas des barbares. C'est-à-dire, vous aviez un art de la guerre, vous faisiez la guerre était finie. Alors, ça c'était dans l'idéal. Ça évitait qu'il y ait certains excès. Il y a eu des excès, il y avait des atrocités, oui, on va pas idéaliser. Mais vous aviez aussi en Europe la chevalerie, où vous aviez le chevalier, et vous aviez quelque chose qui était le champion. Alors, je fais une référence cinématographique parce que ça peut aider dans le film de Troie avec Brad Pitt. À un moment donné, vous avez Brad Pitt qui se bat contre un espèce de géant. Voilà, vous aviez dans la plupart des codes de la guerre des peuples, vous aviez cette possibilité que deux représentants, le meilleur guerrier, se combattraient et ça éviterait que les armées se combattent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous décidez de prendre une profession d'être un homme en armes, que ce soit dans l'armée ou dans la police, que vous allez à des manifestations cagoulées, enfin masquées avec des matraques, etc., et qu'il y a un grand gaillard qui arrive à main nue, il n'est même pas gassé, et qui tape dessus, ne soyez pas étonnés, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Alors, il y a un autre phénomène qui n'a pas à voir avec les gilets jaunes, mais qui a à voir avec la violence. C'est-à-dire que depuis 50 ans, nous n'avons pas canalisé la violence. Nous l'avons refoulée. C'est terrible. C'est un phénomène qui est terrible. Nous avons créé une société toujours du zéro risque, une société maternée, dans le pire des sens. Il y a quelqu'un qui a parlé de Big Mother, j'aime bien cette image du Big Mother, c'est-à-dire une espèce de mère étouffante, et on n'a pas canalisé la violence. C'est très important une société de canaliser la violence, c'est-à-dire que de permettre, autrefois vous aviez le service militaire, vous aviez des guerres régulièrement, ça permettait d'évacuer une forme de pulsion primitive, mais qui est là. Depuis 50 ans, on n'a pas du tout fait ça. On a refoulé toutes les manifestations possibles de violence qui auraient pu, en canalisant ces manifestations, à travers des sports, à travers différentes manières, ça permet d'évacuer des pulsions qui sont en nous, et inégalement réparties, et qui sont beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Mais elles existent. Et une société saine, une société qui doit savoir canaliser ces pulsions de violence. Nous l'avons pas fait depuis 50 ans. Donc, en dessous, il y a une cocotte minute, il y a un volcan. Et si, dans la suite des événements, tout d'un coup, ça s'ouvre, je peux vous dire qu'il y a une violence énorme qui va sortir. Et il y a une violence énorme qui est prête à sortir. Ça, c'est un phénomène qui est lié à cette espèce de culture de l'infantilisation, du rejet, de la négation, de considérer ce qu'est l'être humain dans toute son amplitude, de la création d'un espèce d'être humain idéal. L'être humain a en lui, l'homme en particulier, surtout quand il est jeune, il y a certains, pas tout le monde, heureusement, mais il y a certains penchants de violence. Bon, tout ça, Freud l'a vu, tout ça, des sociologues l'ont vu, ce sont des choses. Il y a cette violence, une nécessité de se confronter au danger, au risque, qui est inhibé. Et une excellente illustration de ça, c'est le 30 novembre, c'est-à-dire le jour avant le 1er décembre, qui a été la manifestation ce jour la plus violente. L'Assemblée a voté une loi contre la fessée. Et non seulement la fessée, c'est-à-dire les parents n'ont même pas le droit de respecter leurs enfants. Ça montre que les gens qui sont là-bas vivent dans une espèce de cet idéal en croyant qu'ils peuvent faire une espèce d'ingénierie sociale
et créer un homme qui soit selon une vision complètement maternelle, c'est-à-dire une espèce d'enfant à moitié attardé, affectivement, dans ses pulsions, qui reste une espèce d'enfant, une espèce de nounours, une espèce de caricature du bobo, comme ça, vit dans une espèce de neutralité. Non, non. Attention, je suis pas en train de faire l'apologie d'une société guerrière, etc. C'est pas du tout ça. Je suis juste en train de dire qu'il faut que nous ayons conscience de cela. Et au contraire, je fais l'apologie d'une société pacifiée, et une société qui doit savoir canaliser et avoir conscience des pulsions agressives et violentes. Et ces pulsions ont été réprimées, et elles risquent de sortir. Et ça va se mélanger avec ce mouvement des Gilets jaunes. Des gens risquent de choisir la voie de la violence. Et comme je le dis, ils auront une certaine forme de légitimité. Je n'encourage pas, personnellement, mes encouragements de toute façon ne vont pas changer grand-chose que j'encourage ou j'encourage pas, mais il faut être conscient de ça, et ils auront une forme de légitimité à partir du moment où la police a exercé une violence excessive et a rompu son contrat du monopole de la violence. L'autre question qui est celle de l'état de droit. On dit, l'état de droit, c'est pareil, on entend ça. L'état de droit, nous ne devons pas vivre dans un état de droit. Pour deux raisons. Premièrement, un état, si nous devions vivre dans un état, un état est un état où les déterminants premiers sont d'ordre politique. Et un état où il existe des droits. Dans l'idée de l'état de droit, il y a l'idée que les droits sont l'élément premier et déterminant. Non, ce qui doit être premier et déterminant entre nous, ce ne sont ni les droits et ni l'État. Nous ne devons ni vivre dans un état de droit, ni dans aucun type d'État. Nous devons vivre en société. Et c'est ça ce qui est d'extraordinaire dans ce mouvement des Gilets jaunes. C'est que c'est une résurgence de la société. Après 2 siècles où l'État a pris de plus en plus d'espace. Il est rentré partout dans nos vies. C'est intéressant, si vous lisez Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, il raconte comment au XVIIIe siècle, l'administration du roi, elle osait pas trop, quoi. Elle essayait de s'installer, mais quand il y avait une opposition, elle osait pas trop. On n'arrive pas à imaginer, nous, ce que c'est qu'une société sans État. D'ailleurs, on confond souvent société et État. Et ce qui est magnifique dans les Gilets jaunes, c'est que nous avons la société qui ressurgit. C'est-à-dire que nous avons des gens qui sont liés entre eux. Car quelle est la différence entre la société et un gouvernement? Un gouvernement et État sont aussi 2 choses différentes. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais la société, disons l'État et le gouvernement, quelle est la différence? C'est que l'État et les gouvernements agissent, le gouvernement en particulier, à travers l'État, agissent par le biais du pouvoir. La société fonctionne par le biais du lien. Et c'est ça, l'un des éléments de la révolution qui se fait actuellement. C'est que c'est une révolution pour revenir à des liens sociaux, à la société, pour éliminer ce lien de pouvoir de l'État et du gouvernement, qui sont aujourd'hui d'ailleurs à la solde de l'oligarchie. Donc raison de plus pour que ceux qui décideraient de faire une révolution et de s'opposer aux forces de police d'une manière violente soient légitimes. Encore une fois, je n'encourage pas, mais on doit accepter ceux qui le déclarent ouvertement. C'est ce qui est important, hein. Vous savez, vous avez en Corse, la FLNC ou ailleurs, on disait on arrête de faire. Il y avait des conférences de presse ou l'IRA ou le TA en Espagne. Voilà, nous allons arrêter la violence. Il faut déclarer, il faut être clair. Est-ce que je vais à une manifestation et si il y a un barrage de CRS, nous allons être 20, 50, 100, 2000 et nous allons essayer de passer par la force. Là, on est dans une espèce d'entre-deux. Mais si les choses continuent, les choses vont continuer. Si le gouvernement ne fait pas preuve de plus de flexibilité, il va y avoir une faction du mouvement qui va
chaque fois se radicaliser, et il faut dire que il y a un usage excessif. On nous envoie des grenades, vous savez qu'il y a des grenades qui sont envoyées qui ont 25 grammes de TNT. Ce sont des grades, c'est scandaleux. C'est scandaleux qu'on envoie ça contre des populations civiles. Le dernier thème, je vois que le temps passe, qui est celui des milliardaires. Alors les milliardaires, on en fait tout un... il y a une espèce de fascination, le succès du milliardaire. Bon, ça c'est cette culture du très à l'américaine. Oui, on pourrait dire, bravo, quelqu'un a montré une entreprise, il a réussi à avoir du succès, mais dans les circonstances actuelles, il est indécent d'être milliardaire. Il est indécent d'être milliardaire. Revenons un peu à la Grèce, parce qu'on fait toujours référence à la Grèce, les Grecs, Athènes et la démocratie. Il faut savoir qu'à Athènes, il était extrêmement mal vu qu'une personne soit immensément riche par rapport aux autres. Il y avait une forme d'égalité entre les citoyens libres, et on retrouve ça dans toutes les cités grecques, et même à Rome. Cette démesure aurait été très mal vue. C'était contraire au sens de la démocratie. Pour que la démocratie puisse fonctionner, il pouvait y avoir des différences, il fallait qu'il y ait une sorte d'égalité économique. Alors, on peut dire une personne a de grandes idées, extrêmement talentueux, a permis de générer une très grande richesse, oui. Il peut être beaucoup plus riche que la moyenne, oui. Mais personnellement, moi je serais en faveur qu'il y ait une loi qui interdise qu'on soit milliardaire. C'est-à-dire que les milliardaires, tout ce qui est au-dessus d'1 milliard, on leur enlève. Il faut savoir où les milliardaires, on leur dit, ils vont payer moins d'impôts parce qu'ils vont le mettre dans la société. Eh bien, prenons-leur. Si ils vont payer moins d'impôts pour les mettre dans la société, à quoi ça sert de leur donner? Ah, parce que eux savent mieux. Oui, c'est quand même très curieux ce genre d'argument. Un milliardaire, on lui laisse 900 millions, 999 999 euros. Symboliquement, il est en dessous d'1 milliard. Et le reste, on lui prend. Et pas l'État, parce que l'État, il va falloir penser à refaire l'État. On va se dire, mais non, mais c'est scandaleux, la propriété privée. Quand vous avez 1 milliard ou 900 millions et que vous avez des gens qui gagnent qui ont 800 euros par mois de retraite, 1500, il faut quand même avoir un drôle état d'esprit pour se plaindre. C'est quand même... Qu'on leur relève pas leur entreprise, on peut leur dire, vous, les entreprises, c'est pareil, les entreprises au-dessus d'un chiffre d'affaires, 1 milliard, on peut dire, après tout ça, les chiffres, faut voir, là, je donne des idées, l'entreprise est nationalisée, mais celui qui l'a fondé, il peut rester directeur et avoir un bon salaire, si, comme on dit avec cette théorie du ruissellement, les milliardaires sont là pour le bien de la communauté, ça ne devrait pas les déranger. Puisqu'il continue à gérer son entreprise, qui fait partie qui appartient à la communauté, il a un bon salaire, en plus de sa fortune personnelle, il devrait être content. Il dit, je suis plus riche que tout le monde, j'ai le maximum qu'on puisse avoir, puisqu'il y aura un maximum de richesse, donc j'ai le privilège d'appartenir à ceux qui ont le maximum de richesse, je continue à gagner, il devrait être satisfait. Ce qui montre bien qu'il y a un problème avec les milliardaires, car l'idée que je donne, elle est pleine de bon sens, et elle devrait passer comme une lettre à la poste si ces gens n'étaient pas malades de cupidité et de pouvoir. C'est pour ça que je dis, je l'ai répété, les milliardaires sont des malades, sont des gens dangereux. Ce sont des gens dangereux. Le monde est entre les mains de gens qui sont extrêmement dangereux. Donc, voilà une idée qui me semble importante, c'est-à-dire, voilà, si vous êtes richissime, voilà, vous pourrez avoir une somme maximum qui n'atteindra pas 1 milliard. Et si vous protestez, quand vous avez 999 millions, mais pensez à ceux qui n'ont rien. Dans quel monde on vit? Où sommes-nous arrivés? Et j'en reviens à la Grèce. Car à la Grèce, l'idée qu'une personne puisse avoir un patrimoine 1 million de fois supérieur à un autre aurait été complètement antidémocratique. Et vous avez des gens qui ont un patrimoine qui est 1 million, 10 millions de fois supérieur.
même peut-être plus, 100 millions de fois supérieur à bien des citoyens dans leur propre pays. Mais lorsque vous avez un patrimoine 1 million de fois supérieur, comment est-ce que vous pouvez vous sentir lésé? Et quels aient été vos talents et vos qualités? Mais est-ce que quelque chose justifie que vous soyez 1 million de fois plus riche? On peut dire, voilà, vous êtes 10 fois plus riche. Voilà, j'ai eu de très bonnes idées, j'ai inventé des choses extraordinaires. Oui, je suis 10 fois, à la rigueur 100 fois plus riche, c'est déjà énorme. Mais 1 million, 10 millions de fois plus riche, c'est complètement indécent. Ça montre que nous avons perdu toute notion, que nous avons dépassé toutes les limites. Nous sommes dans l'hubris, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire cette démesure. C'est-à-dire c'était ces demi-dieux qui voulaient atteindre les dieux, et les dieux, à un moment donné, leur disaient, bon, vous revenez à votre niveau, vous n'êtes pas des dieux, donc ils leur coupaient les ailes, ou comme Icare, ou des choses comme ça. Cette démesure, et les Grecs vivaient avec cette peur de la démesure, c'est-à-dire, il y a un moment donné où on doit revenir aux choses, et nous vivons dans la société de la démesure totale. Il faut que ça se finisse. Il faut que ça se finisse. Encore une fois, en ce qui me concerne, j'encourage toutes les actions non violentes, mais à partir du moment où il y a une manifestation, il y a de la violence, puisque, comme je dis, et ça c'est un point important, les CRS, les forces de police, sont violentes, non seulement lorsqu'elles abusent de leur force, mais parce qu'elles ont, par leur statut, elles détiennent le monopole de la force, le monopole de la violence. Il faut toujours qu'on ait ça à l'esprit pour, disons, faire taire tous ces gens idiots qui disent oui, la violence. Mais oui, mais dès que vous avez des CRS, ils ont le monopole de la violence et ils sont super armés. Parce qu'il faut voir, là aujourd'hui, il y a ce grand gaillard là mais c'est une espèce de force de la nature, c'est exceptionnel. Les CRS, ils sont en général baraqués, ils sont hyper protégés, ils sont entraînés. Donc c'est ridicule qu'on dit alors un jour un CRS il va peut-être recevoir quelques coups, mais quand il y va, ça fait partie de son travail. Sinon, pourquoi est-ce qu'il porterait un casque? Pourquoi il serait tout plein d'armure s'il s'attendait pas à recevoir des coups? C'est juste pour faire joli. Donc qu'il assume, je suis CRS, je représente la force, mais c'est pas la force de la République aujourd'hui. La République aujourd'hui, la chose publique, res publica, la chose publique est dans le côté du peuple et du côté du peuple. Donc nous sommes dans une situation, qu'on peut dire, quelle manière de réappropriation, le peuple se réapproprie la chose publique et dont l'usage de la violence. C'est-à-dire il a légitimement le droit de dire, voilà, vous avez rompu ce contrat du monopole de la violence, nous réapproprions une part de la violence. Voilà. J'ai fait plus court que la dernière fois cette fois-ci. Voilà ce que je tenais à vous dire, et bravo pour tous ceux qui étaient à droite, à gauche, en train de manifester. Et je dis bravo à ce boxeur. Je ne sais pas s'il va se prendre de la prison ou quoi. Je ne sais même pas s'il va m'entendre, mais en tout cas, il est allé bravement et il est allé en face d'autres guerriers que sont les CRS. Et à la lumière de ça, il n'y a rien de condamnable. S'il avait frappé sur des passants, des gens innocents, ça serait tout à fait différent. Mais il a frappé sur des gens qui sont détenteurs de la violence, qui sont les forces de police, les gendarmeries mobiles ou les CRS, comme on veut. À bientôt. Allez, au revoir.